Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, 2 jours après la tuerie de Bamenda, la douleur est encore perceptible dans la localité de Nacho. Les familles des victimes n'ont pas fini de pleurer les siens. Suite à la descente de l'archevêque sur le lieu du drame, elle prie pour un retour à la paix. Une autre famille continue de pleurer la mort de son fils. Il s'agit de la famille du vidéaste Samy Lenoir. Le mystère plane toujours sur les causes réelles de son décès. Une affaire qui suscite des débats sur la toile. Le 19h50 vous livre son enquête après une semaine de terrain. Il pullule les routes de la ville de Douala depuis plusieurs jours. Les agents de la police municipale sont sur le terrain pour des contrôles routiers. Leur méthode de travail est une fois de plus critiquée par les usagers. 2 personnes sont mortes lundi à Bonabéry suite à leur agressivité sur un automobiliste. C'est l'objet de la chronique société de ce soir. Sur le terrain du développement du football, le Cameroun vient de recevoir un coup de pouce de la Fédération internationale de football. La FIFA octroie à la FECAFOOT la somme de 3,5 milliards de francs CFA. Le président de la Fédération camerounaise de football l'a annoncé ce mardi à la presse. Voilà pour les titres. Réveil encore douloureux pour les habitants de Nacho. 48 heures après la mort de 10 personnes, les familles sont encore sous le choc. L'archevêque de Bamenda est descendu sur les lieux pour rendre hommage aux disparus. Les familles exhortent les pouvoirs publics à mettre fin à cette guerre. Voici le récit de Lille Piediou sur les images de notre correspondant Annie Collins. Réveil difficile à Nacho Junction de Bamenda au lendemain d'une boucherie humaine perpétrée par des hommes armés non identifiés. Sur les lieux du drame sont encore visibles sang, babouches et chapeaux des victimes. Victimes justement qui ont été extirpées dimanche soir de leur domicile ici à Awin-Quater, installés dans 2 véhicules avant d'être abattus quelques minutes plus tard à Nacho Junction. L'archevêque de Bamenda et les populations sont descendus sur les lieux de cette tragédie avec fleurs et bougies pour rendre un dernier hommage aux disparus et prier pour le repos de leurs âmes. On a tué les enfants de Bamenda sans raison. Je continue à dire que on veut la paix. Ça suffit. On doit arrêter à tuer les uns les autres. Le moment est arrivé où nous tous, on doit continuer à prier Dieu. Que Dieu nous envoie la paix dans cette ville de Bamenda. Au domicile des familles éprouvées, la douleur est indescriptible. C'est le cas au domicile de ce jeune couple, Simplice et Raïssa, froidement abattus par des inconnus. Ils laissent 3 enfants orphelins et ce maïs braisé, leur dernier repas de ce soir-là. Suite passée, j'étais devant la porte avec l'enfant et les enfants et sa femme. Je lui ai salué. Après, je lui ai dit qu'il faut que je descende me laver. Et 30 minutes plus tard, j'entends plutôt les coups de fusil. Et après, un frère m'appelle et dit « Voici ton frère qui est couché à Nacho Junction, il est mort. » Je prie le gouvernement camerounais de résoudre ce problème. Les gens meurent. Ce qui s'est passé hier, c'est terrible. 15 morts. 15 morts. Les vieux, les jeunes. Je vous supplie de résoudre ce problème. Pardon. Ces 10 personnes tuées rallongent tout simplement la liste des victimes de cette crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les populations de Bamenda et environ une fois encore attendent l'intervention des pouvoirs publics pour stopper cette saignée. Et la tuerie de Bamenda a également ému les Camerounais de la diaspora. Une cérémonie en hommage aux victimes a eu lieu ce mardi à l'ambassade du Cameroun en France. Le récit de notre correspondant à Paris, Eric Golf Quatiou.
C'est un moment inhabituel, chargé d'émotions qu'a vécu l'ambassade du Cameroun en France ce matin. Des femmes et des hommes unis et solidaires pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Bamenda. Sur la cour Cameroun en France, les diplomates camerounais accrédités, les agents consulaires, l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, mais aussi un public venu nombreux, sans distinction de religion et de parti politique, venu honorer la mémoire des 10 victimes de Bamenda et dire non au terrorisme. La cérémonie s'est déroulée en 2 temps. D'abord, le dépôt d'une gerbe de fleurs et ensuite la minute de silence pour le repos de l'âme des victimes. Des moments chargés d'émotions. Une cérémonie émouvante pour tous les Camerounais vivant en France, qui sont encore sous le choc de ce qui s'est passé dimanche dernier en fin de journée. C'est un moment très triste, vraiment très triste. Je rends un très grand hommage à la famille attristée, parce que nous sommes tous attristés, ce n'est pas seulement eux, c'est nous tous les Camerounais. Le drame qui s'est produit dimanche dernier en fin de journée à Bamenda a été raconté par le ministère de la Défense par un communiqué. Selon le ministère, les assaillants en uniforme militaire sont arrivés à bord de véhicules et munis d'armes automatiques, ont procédé à des rassemblements des paisibles citoyens avant d'ouvrir un feu nourri et aveugle sur ceux-ci. Le bilan provisoire de cette attaque terroriste est de 10 morts et 2 blessés. Pour rappel, plus de 6000 personnes ont déjà été tuées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis que le conflit a éclaté en 2017. Eric Golf, Kouachou depuis Paris, pour Canal 2 International. Parlons de toute autre chose à présent. Le service fret, export et import de l'aéroport international de Douala est victime depuis quelques mois des coups de vol à répétition. Après enquête, un gang de voleurs présumés de bagages a été démantelé. Les suspects ont été présentés ce jour à la presse. Les détails avec Titi Freeman et Stéphane Binac. Ce quatuor de jeunes est accusé d'être à l'origine des nombreux coups de vol de bagages enregistrés depuis 6 mois à l'aéroport international de Douala, précisément au service fret, export et import du terminal. En effet, depuis le mois d'avril, nous avons reçu plusieurs plaintes des compagnies aériennes ainsi que de certains usagers qui nous parlaient de disparition de leurs importations. Nous avons donc saisi la compagnie de gendarmerie à l'effet d'ouvrir une enquête sur ces vols récurrents. Ils ont été identifiés par les éléments de la compagnie de gendarmerie de l'aéroport grâce aux images des caméras de vidéosurveillance mises en place au sein des locaux de l'aéroport dès l'ouverture de l'enquête. Nous avons découvert un individu transportant des ordinateurs portatifs d'origine douteuse. Cela nous a amenés à continuer les enquêtes sous l'impulsion de notre chef et nous sommes parvenus à interpeller le prénommé Ngoua, alias Mouot, et c'est ces opérations qui ont conduit à tout ce que vous êtes en train de voir. Ici exposé, leur butin, constitué de 10 ordinateurs portables, 65 téléphones, 4 tablettes et la somme de 2 250 000 francs CFA. À côté, ce marteau et 2 couteaux à double tranchant, leur servant à éventrer les bagages des voyageurs. Dans l'attente de leur sort, ils sont gardés à la compagnie de gendarmerie de l'aéroport. La construction du barrage de Nattigal franchit un cap majeur. L'ouvrage hydroélectrique a subi la mise en eau. L'objectif recherché est d'éprouver le mastodonte de béton afin d'évaluer son étanchéité, sa stabilité, mais aussi la sûreté hydraulique. Il est question de s'assurer que le projet n'impacte pas négativement les populations riveraines et les animaux. Joël Diom 3, Serge Alain Zébou, reportage. Pour faire fonctionner le barrage de Nattigal, cela nécessite 28 millions de mètres cubes d'eau. Justement, c'est à ce remplissage de la zone de retenue d'eau que le ministre de l'Eau et de l'Énergie a procédé ce 18 juillet en fermant les vannes. Une étape incontournable pour la mise en fonctionnement du barrage. Cette opération de mise en eau ne constitue pas
la mise en service du barrage, mais en est une étape clé qui a pour vocation première d'éprouver les ouvrages de génie civil qui ont été construits. Différents tests de résistance de l'ouvrage en béton recevant une quantité d'eau aussi importante seront réalisés avec 87% de taux de réalisation globale au mois de juin 2023. Les équipes mobilisées sur le chantier sont sur le qui-vive car au mois de décembre 2023, les premiers 60 MW d'électricité de ce barrage doivent être livrés au réseau électrique interconnecté Sud. L'énergie issue du barrage Nachtigal, d'un coût de 42 francs CFA le kilowattheure, va se substituer à l'énergie produite par les centrales thermiques dont le coût de production de kilowattheure atteint des niveaux de 200 francs CFA pour celles qui fonctionnent au gazoil. En septembre, le projet Nachtigal doit livrer la totalité des 420 MW devant améliorer la fourniture d'électricité dans le pays. L'étape franchie ce jour méritait bien que quelques larmes de joie de champagne se déversent sur l'ouvrage qui va supporter 30% de la fourniture d'électricité du réseau interconnecté Sud. Intéressant à présent au départ de la Standard Chartered Bank qui s'étend à plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Il s'agit spécialement du Cameroun, de la Tanzanie, la Gambie, l'Angola, la Sierra Leone, du Liban et de la Jordanie. Un repli dans un contexte de marasme économique afin de se concentrer ailleurs. Le but signifié par le groupe britannique étant la quête de plus de rentabilité et de croissance. Ces filiales ont été achetées par la banque nigériane Access Bank. Monique Naosi-Fosso et Henri Tina. Dans les 12 prochains mois, la Standard Chartered Bank aura plié bagages dans 5 pays d'Afrique subsaharienne, dont le Cameroun. C'est ce qui ressort du communiqué signé du directeur Afrique de ce groupe britannique. Il vend ses filiales à la suite des pertes financières successives aggravées par la pandémie à Covid-19. Si la Standard Chartered ferme ses filiales en Afrique et même au Cameroun, ça signifie tout simplement qu'elles ne sont pas rentables à la hauteur qu'elle aurait souhaité. Parce que n'oubliez pas que c'est l'une des plus grandes banques du monde. Et elle est solidement implantée en Afrique du Nord, en Égypte et en Afrique du Sud. Donc je pense que c'est parce que la rentabilité n'est pas à la hauteur escomptée. Le segment du marché de la Standard Chartered Bank, ce sont les grandes entreprises. Au plus, 10% du marché camerounais. Ce qui fait minimiser l'impact de ce départ. Pas de grandes conséquences dans la mesure où de nouvelles banques sont en train d'en créer tous les jours. Et la Standard n'a jamais été une banque qui attirait les populations peu nanties. La banque nigériane Access Bank, qui rachète les 5 filiales du géant britannique, renforce sa présence dans 15 pays d'Afrique et dans le Cameroun, où il a obtenu son agrément en début avril 2022. Un nouveau challenger. Ça va pousser les employés de banque à beaucoup plus travailler parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez les objectifs commerciaux à certains employés, on a l'impression que c'est une pression supplémentaire. Donc les employés vont comprendre désormais que si on ne fait pas attention, si on ne travaille pas avec beaucoup de rigueur, le marché, la concurrence est devenue très rude. Donc il va falloir travailler pour que l'entreprise puisse être pérenne. C'est en 2022 que la Standard Chartered Bank annonçait la décision des ventes de ses filiales en Afrique et au Moyen-Orient. Les négociations avec Access Bank sont au stade des approbations réglementaires. Dans l'actualité également, en hommage à Nelson Mandela, les donneurs de sang ont fait preuve de générosité ce jour à Yaoundé. Une manière pour eux de commémorer la contribution du premier président noir d'Afrique du Sud. Le haut-commissaire de ce pays, initiateur de cette action, s'est greffé au Centre national de transfusion sanguine pour collecter au moins 50 poches de sang. Karen Mezatachouya et Samuel Ewakise. Daïna se prête volontiers à l'exercice. Source de motivation de l'étudiante en faculté de médecine à l'université de Yaoundé 1, sauver des vies. Donc, durant nos stages, je vois vraiment que à l'hôpital là-bas, c'est terrible. Des gens meurent à cause du manque de sang. Elle n'est pas la seule, important à plus d'un titre. L'offre demeure inférieure à la demande au Cameroun. Le besoin annuel est estimé à 400 000 poches. Mais le pays n'a recueilli que 94 873 en 2018 contre 91 047 en 2017
et 82 661 en 2016, selon le programme national de transfusion sanguine. La collecte lancée en hommage à Nelson Mandela, célébrée ce 18 juillet à Yaoundé, arrive à point nommé. Si nous avons choisi cette journée, c'est dans le but de sensibiliser au maximum le plus grand nombre de personnes. Puisque déjà Nelson Mandela est une grande figure africaine qui a beaucoup œuvré pour l'Afrique. Et nous avons choisi sa date de naissance, comme c'était aujourd'hui sa date de naissance, pour appeler nos frères massivement pour travailler avec nous. Une initiative du Haut-Commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun, Mandla Langa, en symbiose avec ses partenaires. L'équipe mobilisée entend collecter minimum 50 poches, une dizaine déjà sécurisées, aux environs de 12 heures ce mardi. Je vous l'annonçais en titre, les contrôles de la police municipale dans le département du Vouri sont suspendus provisoirement. C'est l'une des résolutions prises lors de la réunion d'urgence présidée cet après-midi à la mairie de Douala 4e par le préfet. Les précisions dans cet élément d'Haroun Nazira et Stéphane Binac. Réunion de crise à la mairie de Douala 4e à la suite de l'incident qui a coûté la vie à 2 personnes hier à Bonabéry. Présidée par le préfet, l'assise a pour but d'apaiser les tensions et apporter les éclaircies sur les circonstances de ce malheureux événement. Comme première mesure, le conservatoire a suspendu le contrôle. Mais qu'il soit clair que cet incident n'est pas dû à un contrôle illégal. Mais ce qui est arrivé relève de l'incivisme d'un citoyen. Les autorités de la ville invitent les automobilistes à se conformer pour éviter d'autres incidents. Cependant, nous avons demandé aux responsables des syndicats des mototaxis de sensibiliser leurs adhérents sur le respect des règles en matière de conduite, de sensibiliser leurs adhérents sur l'importance d'obtenir tous les documents administratifs qui leur permettent de circuler librement. En attendant la mise en application des nouvelles directives, les chauffeurs de mototaxi sont appelés à respecter le code de la route et éviter tout dépassement dangereux. Une décision, vous l'avez suivi, qui survient après la mort de 2 personnes au quartier Bonabéry. Décès survenu à la suite d'un contrôle routier qui a mal tourné. Les méthodes de travail de ces agents de la police municipale conduisent régulièrement à des risques avec les usagers de la route, surtout quand ils ne sont pas en règle. Reportage, Elisabeth Ngaume et Marus Poisson. Sur la route, le contrôle en lui-même n'est pas un problème. D'après les conducteurs des engins à 2 roues, les conflits naissent dans la manière de procéder. Le travail là, normalement, c'est un don pas. Ils arrivent mal en route. Comme maintenant, ils sont à Sable. Le matin, ils ont pris au moins 10 personnes sur un basculeur pour l'arrêter. Ça, c'est pas normal. Les gens comprennent au quartier qu'on appelle les impôts là. Leur but, c'est de nous demander l'impôt libératoire. Ils n'ont pas le droit de nous demander les autres papiers là. Ils demandent tout. Ils arrêtent même si tu arrêtes même ta moto, pas avec. Est-ce que c'est alors normal? On nous malmène. Parce que quelqu'un ne peut pas tuer 2 passagers derrière, quelqu'un ne rend pas que tu as 2 responsables. Il arrête ta moto, il tombe. Des manquements qu'on ne refute pas en face, mais qui ne sont pas suffisants pour expliquer l'incivisme des transporteurs. Je ne peux pas le nier, mais il n'y a pas plus têtu, surtout que le transporteur. Parce que je ne comprends pas comment on va vous arrêter aujourd'hui, on vous met en fourrière, vous payez. 3 jours encore après, on vous arrête, vous n'avez pas régularisé votre dossier. Donc, le gars préfère faire ce ping-pong là tous les jours. On a tout le temps avec vous. Tout le temps que vous voulez jusqu'à vous présenter le dossier. Mais l'intercation vient quand on appelle, on met dans les sabots, on appelle déjà la remorqueuse, le gars estime que non, on ne peut pas le faire. Du carrefour Tif à Akwa au carrefour Maïtu à Bonamoussadi, les différents comités de lutte contre le transport routier clandestin, l'incivisme fiscal et le désordre urbain justifient leur présence par des ordres de mission dûment signés par les autorités locales.
est régie par le décret présidentiel du 9 août 2022 portant création et organisation de la police municipale. Les activités des agents communaux ne font pas jusqu'ici l'unanimité, vous l'avez vu, et leur déploiement en constance désaccord aux règles prescrites est également décrié par les syndicalistes et membres de la société civile. Écoutons Augustin Lemalieu, président du syndicat national des travailleurs des communes et activités connexes du Cameroun, au micro de Titi Freeman. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'autres personnes qui se passent pour des policiers municipaux qui abordent des chasubles, qui interpellent les véhicules, qui matraquent, qui bouleversent, qui renversent même les usagers, qui agressent les usagers. Ça ne sont pas les policiers municipaux. Chaque fois que vous êtes interpellé par les usagers, par ces gens-là, par ces badauds-là qui écument les rues, vous exigez tout simplement que ceux-ci vous présentent leur ordre de mission. Et à partir du moment-là, vous saurez qui est qui. Parce que pour des missions de la police municipale, c'est signé par le maire qui les emploie. Poursuivons directement avec la chronique société de ce soir, avec la mort de ces deux personnes survenues lors d'un contrôle routier hier qui soulève de nombreuses questions et rappelle les méthodes de travail parfois décriées des agents de la police municipale, mais également des agents de la prévention routière du ministère des Transports. On va recevoir tout de suite Michael Tipkio. Finalement, Bonsoir, Alain Ghislain Kanga. Oui, disons-le, les populations décrient de plus en plus les agissements de la police municipale ces derniers temps. Ceux-ci se rendent coupables d'abus de pouvoir, de raquettes et d'extorsion de fonds auprès des citoyens. Des dénonciations sur leurs pratiques illégales sont enregistrées de façon quasi quotidienne. Des personnes décrient notamment les arrestations arbitraires, les fouilles corporelles abusives, les exigences de pots de vin et des brutalités injustifiées. Il faut les observer pour voir comment ils sautent sans aucune retenue sur les engins à 2 ou à 4 roues sur la voie publique. Ils agissent comme de véritables gangs constitués pour braquer à ciel ouvert les automobilistes. Aucune finesse dans les agissements, aucune douceur, seul prime l'argument de la force. C'est ainsi que l'on a très souvent assisté à des altercations entre eux et des usagers désabusés qui décident parfois, dans un élan de colère, de leur faire la peau carrément. Oui, il faut procéder au contrôle des automobilistes pour que tout le monde respecte la réglementation, mais il faut le faire dans le civisme et le respect de l'autre. Tout ceci donne l'impression de manque de formation et de supervision adéquate de ces agents qui semblent souvent ne pas connaître les limites de leur autorité. Tout se passe également comme si le recadrage institutionnel de la présidence de la République par un décret en août 2022 est tombé dans les oreilles de sourds. Le président de la République avait pourtant été clair sur les modalités d'exercice de la police municipale sur l'étendue du territoire. De tout ce que vous venez d'évoquer, on note quand même une réelle difficulté de la part des autorités à réguler le secteur des transports, notamment celui des mototaxis. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? D'abord, le manque de ressources. Les autorités locales disent parfois ne pas avoir suffisamment de ressources pour mettre en place une régulation efficace du secteur des mototaxis. En deux, il faut évoquer la corruption. Les agents de réglementation sont grandement impliqués dans des actes de corruption, acceptant des pots de vin de conducteurs non réglementés pour ne pas faire respecter les réglementations. Comment ne pas évoquer la résistance de certains conducteurs de mototaxis et même d'automobiles? Ils sont nombreux à résister à la régulation, préférant travailler en toute liberté plutôt que d'être soumis à des règlements stricts. C'est ainsi qu'ils passent le temps à esquiver les contrôles routiers ou forcer les passages lorsqu'ils sont interpellés par des contrôleurs. Une autre raison très importante et à prendre en considération, c'est le manque d'éducation et de sensibilisation. De nombreux conducteurs de moto-taxi ne sont pas conscients des risques associés à leur travail et par conséquent ne comprennent pas l'importance de respecter les réglementations. Il se pose là aussi un véritable problème de transport urbain entre les infrastructures délabrées,
Regardez les routes de Douala ces jours-ci, Alain. Les embouteillages interminables, l'insuffisance des transports publics. Nous avons affaire à ce qu'on appelle des cargos et des taxis qui sont souvent surchargés et très peu fiables. Tous ces éléments mis ensemble peuvent expliquer en partie les tensions que l'on enregistre dans le secteur. Il y a donc une urgence de remettre de l'ordre de la part des autorités. Il faut revoir le processus de recrutement de ces agents chargés de mener les contrôles routiers. En même temps, il faut trouver d'autres moyens pour contraindre les usagers à se conformer à la réglementation. Pour en arriver là, il faut d'abord faire le constat et reconnaître que les méthodes actuelles ne produisent pas des fruits, mais sèment plutôt la pagaille et même la désolation, comme c'était le cas hier. Merci Michael Tipkio pour ces précisions et nous allons tout de suite faire une immersion dans l'endémoculture, dans l'élevage des asticots. L'une des composantes, peu connue certes, mais très rentable. Tout part de la ponte des œufs et sont suit un processus assez spécial que je vous propose de découvrir dans ce reportage signé Bénédicte Ngona, Jordan Ambomo Ella et Constant Kanga. Pour le commun des Camerounais, les asticots n'ont aucune valeur. À la différence de Sonial, qui a décidé de faire de l'élevage de ces bestioles un véritable métier. J'ai d'abord commencé par l'élevage des hannetons, des fosses on peut dire. Maintenant, lors des récoltes des bacs, j'ai eu à constater que dans un bac était différent des autres. J'ai publié ça sur Facebook, c'est sur Facebook qu'il y a un monsieur qui entre dans mon Messenger. Il m'écrit, il me dit que madame, vous ne connaissez pas ce que vous aviez. On appelle ça les géniteurs des mouches soldats noirs. Il lui demande qu'est-ce que les mouches soldats noirs. Il commence à m'expliquer. Donc si c'est que c'est une activité aussi rentable, pourquoi ne pas aussi m'investir dans ça? L'élevage d'asticots rentre dans l'endomoculture. Mais obtenir ces larves n'est pas chose facile. Le processus peut s'étendre sur 2 mois, ce qui nécessite tact et patience. Des œufs pour les larves. Ça m'avait pris 3 jours. Des larves pour arriver au géniteur, c'est 21 jours. Maintenant, dès qu'ils veulent déjà être les mouches, j'enlève ça du bac que vous aviez vu pour mélanger ça avec de la suie, le copeau. Ils noircissent, ils sortent de leur cocon, ils deviennent les mouches. Ces larves de mouches se nourrissent de carcasses d'animaux et de végétaux en décomposition. Riche en protéines, l'asticot est utilisé dans l'élevage du poisson et de la volaille. On fait 1 gramme d'œuf. Lorsque vous voyez mes poussins, peut-être de 14 jours, vous allez peut-être vous dire que ce sont les 21 jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bien nourris. Les larves et les géniteurs peuvent aussi être rentabilisés. Des géniteurs soldats noirs, c'est 2000 francs. Lorsqu'une personne va acheter les larves, c'est 600 francs le kilo. Mais lorsqu'une personne va acheter les géniteurs en question, c'est 15 000 francs le kilo. Outre leur apport en protéines dans l'élevage des animaux, les asticots servent également à la fabrication d'aliments pour humains, le chocolat, mais c'est son danger. Dans l'actualité également de ce mardi, 3,5 milliards de francs CFA, c'est le montant que la FIFA octroie au Cameroun pour le développement du football durant la période 2023-2026. L'annonce a été faite ce mardi par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. C'était au cours d'un point de presse au siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Reportage Daniel Anissé-Boudjié, Solange Daoussa et Bertrand Tsassé. L'audit mené ces dernières semaines par la FIFA sur la gestion de la Fédération camerounaise de football s'achève sur une note satisfaisante. Après enquête, l'instance fêtière du football mondial octroie à la FECAFOOT la rondelette somme de 6,5 millions de dollars, soit un peu plus de 3,5 milliards de francs CFA pour son fonctionnement entre 2023 et 2026. Des fonds qui, selon Samuel Eto'o, vont servir surtout au développement des infrastructures sportives de proximité. Nous allons pouvoir construire les stades de proximité que nous avons souhaité pour accompagner aussi l'action du gouvernement camerounais pour que des jeunes Camerounais qui n'ont pas la chance peut-être de jouer à Japoma ou encore à Olembe, de jouer dans ces stades. Outre ce financement, 3 clubs locaux bénéficient des retombées de la participation de leurs joueurs à la Coupe du Monde Qatar 2022. La Fédération internationale octroie un peu plus de 400 000 dollars, soit 234 millions de francs CFA, à partager entre Coton Sport de Garoua, APGS de Fou et Colombe de San Médima. APGS de Fou
$73 002,90. Colombe sportive de San Melima, $109 504,35. Et Coton Sport de Garoua, 219 008,70. De bonnes nouvelles que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a tenu à partager en 5 minutes avec la presse nationale et internationale ce 18 juillet à Yaoundé. Et jamais l'arbitrage camerounais n'a éveillé autant d'interrogations, suscité autant de soupçons et de polémiques. Et pour tenter de calmer un tout petit peu les tensions autour des hommes en noir, le président de la commission centrale des arbitres, Stéphane Foko-Kamga, a donné une conférence de presse ce jour à Douala. Le compte rendu avec André Mirabeau-Mahop et Luciano Ludunjako. Après une saison agitée marquée par des suspensions à l'appel, des fins de match en queue de poisson, les bruits de bottes et les accusations sans fin, le tableau de l'arbitrage local est loin d'être reluisant. Je pense que de mémoire, je n'ai jamais vu une saison aussi catastrophique sur le plan de l'arbitrage. Des arbitres tabassés dans les stades, des matchs interrompus pour non-approbation du public relativement à certaines décisions prises par le trio arbitral, des arbitres suspendus, des arbitres menés à des affaires de corruption liées au paris sur les matchs de football. Et on l'a vu plus d'une fois, l'arbitrage était vraiment au centre des préoccupations. Et d'ailleurs, on le dit parfois, quand lors d'une rencontre, c'est l'arbitre qui est la star, ça veut dire qu'il y a eu un problème au cours de la rencontre. Face à la presse ce mardi, à Douala, le président de la commission centrale des arbitres, Stéphane Foko-Kamga, a tenu à faire le bilan de ses 15 premiers mois de gestion. Donc sur le plan de la formation, nous sommes concentrés d'abord à créer les écoles d'arbitres pour amener beaucoup de personnes qui sont un peu éloignées, qui étaient éloignées de ces écoles, à avoir des écoles de proximité et à pouvoir être intéressés par le métier de l'arbitrage. 39 écoles d'arbitrage créées, 600 élèves formés, l'expérimentation des kits oreillettes, des avancées, mais le chantier demeure grand. Nous sommes sur un chantier assez difficile. Lorsque nous prenons la commission centrale des arbitres, c'est exactement la même situation dans laquelle le docteur Samuel Eto'o a pris la Fédération camerounaise de football. Nous sommes en train de nous battre afin de commencer à planter la fondation. Nous avons commencé à le faire et je pense que d'ici là, quelques temps, vous aurez déjà les fruits. Le principal défi pour redorer le blason des hommes en noir au Cameroun est de résoudre l'équation des paris sportifs, une pieuvre à 1000 tentacules. Et 7 membres d'une même famille périssent dans l'effondrement d'un immeuble au Caire. Les services de la protection civile sont sur les lieux pour évaluer d'autres dégâts. En RDC, un opposant a été assassiné et une plainte contre inconnu est déposée par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'île Piedjou, Calvin Tekam, Escalmonde. Une plainte contre inconnu a été déposée à Kinshasa par la famille d'un opposant assassiné jeudi en République démocratique du Congo. Cherubin Okende a été assassiné dans des conditions inimaginables. Et la famille, après concertation, la veuve, les enfants, les pères du défunt et ses frères et sœurs ont décidé aujourd'hui de saisir officiellement la justice congolaise pour que lumière soit faite sur cet assassinat crapuleux de l'honorable député Cherubin Okende. La tension politique est vive à 6 mois des élections. 5 jours après la découverte du corps de Cherubin Okende, sa veuve, ses enfants, son père ainsi que ses frères et sœurs ont décidé de saisir officiellement la justice congolaise pour que la lumière soit faite sur cet assassinat crapuleux. Nous avons entendu parler des experts de la fiducie de la Belgique, nous avons entendu parler des experts de la Grande-Bretagne et des États-Unis de la France. Nous pensons que tous sont les bienvenus pour que finalement un procès équitable participe justement de la réparation de ces préjudices incommensurables. Les services de protection civile sont sur les lieux après qu'un immeuble résidentiel s'est effondré au Caire, faisant au moins 8 morts, dont 7 membres d'une même famille.
On a besoin de remettre un peu les compteurs à zéro pour être en mesure d'obtenir notre juste part de cette industrie. Déclaration de l'acteur et scénariste américain Ross Buran devant les studios Paramount à Hollywood au deuxième jour des manifestations de la grève des acteurs votée le 14 juillet par le syndicat SAG-AFTRA. Nous demandons instamment au gouvernement russe de revenir immédiatement sur sa décision, assure aux journalistes le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby. Les États-Unis continueront de travailler avec d'autres pays pour permettre aux céréales russes et ukrainiennes d'atteindre le reste du monde. Il déclare également que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Joe Biden ont convenu de se rencontrer probablement avant la fin de l'année. Et avant de refermer ce journal, revenons sur le décès le 6 juillet dernier au centre hospitalier d'Essos à Yaoundé du vidéaste Samy Lenoir, qui continue de faire des vagues sur la toile alors qu'une vidéo en circulation est présentée comme le film de son accident le 1er juillet à Kribi. Des questions fondamentales restent sans réponse au sujet de la mort déclarée suspecte. Il y a eu un accident ou non? Dans quelles circonstances? D'où viendraient les polémiques? Quel rôle aurait joué Karim Mongwe? Et de quoi est-il exactement mort? Entre Kribi et Yaoundé, nos reporters ont tenté d'explorer quelques pistes de réponse. C'est une enquête signée Arnaud Guéfac, Thierry Camteau et Gildas Fotso. Éteint, sa vie rongée, sans alerte majeure. À voir Samy, je ne pouvais pas imaginer que Samy va mourir. Connu sous le pseudonyme de Samy Lenoir, il s'appelait Roland Feugueux à l'état civil. C'est ici, au centre hospitalier d'Essos, que le vidéaste est mort le 6 juillet dernier. Monsieur Feugueux Roland a malheureusement succombé dans un tableau d'arrêt cardiaque. Un direct Facebook de son ex-petit ami crée la polémique sur la toile. Ben n'est mort par négligence, ben n'est mort par méchanceté. Sur le coup, des soupçons affichés d'une extraction de rein. L'os d'ici était tout broyé, je n'ai pas fait la scène, je ne sais pas comment on appelle. L'os d'ici était tout broyé. Mais tu voyais l'os là, l'os était broyé. On nous dit qu'on a coupé, on a enlevé l'os à la hanche pour mettre ici. L'hôpital dément. Il n'y a à aucun moment été question d'un quelconque prélèvement de rein. Beaucoup d'accusations de l'ex-petit ami de Samy orientées vers la personne de Karim Mongwe, PDG de Karimo. La décision de l'opération est prise par sa copine qui n'est même pas encore mariée avec lui. Et Karimo. Comment une inconnue? Parce que pour moi, Karimo, c'est une inconnue. Contactée, elle nous invite à Kribi, ville où a eu lieu l'accident de Samy, pour sa part de vérité. Embarqué, une exploration vérité avec Kribi justement dans notre ligne de mire. Sur place, le collaborateur de Karim Mongwe nous accueille. Première précision, les relations entre Samy et Karimo étaient purement professionnelles. En tant qu'entreprise, on le sollicitait régulièrement. On l'a sollicité régulièrement pendant à peu près 4 à 5 années en tant que prestataire vidéaste. Et de la présence de Samy à Kribi, il répond que l'entreprise y faisait des repérages pour sa prochaine assemblée générale. Samy venait pour commencer à prendre quelques vidéos dans le cadre des préparatifs de cette assemblée générale-là. La patronne Karim Mongwe convoque l'enquête judiciaire en cours pour justifier son silence et nous envoie vers son direct Facebook. Elle dit n'avoir jamais pris la place de la famille ou de Samy pour autoriser quoi que ce soit. Samy était permanemment avec Josie, sa femme, qui est un peu en clash avec la mère de son enfant. Samy a reçu sa famille à l'hôpital, notamment Monsieur Conrad, le chef de famille, notamment Jean-Baptiste, la femme de Monsieur Conrad, leurs épouses, tout le monde, les tantes même étaient à l'hôpital. Qui a signé pour son opération? Samy lui-même. Parce que Samy était conscient. Qui a signé pour le transfert de Samy de Kribi à Yaoundé? Samy lui-même, il est conscient. À l'hôpital, on confirme que Roland Feugueux a lui-même signé le consentement éclairé avant son entrée au bloc opératoire. L'intervention de Karimo était uniquement à 2 niveaux, clame son collaborateur. Le premier niveau, c'est d'un point de vue logistique. Nous avons mis à sa disposition une autre voiture, une voiture Prado,
avec un chauffeur pour l'accompagner de Kribi pour Yaoundé. Donc le deuxième niveau d'implication, c'est au niveau financier. À l'hôpital de district de Kribi, on confirme l'avoir reçu et une double fracture de l'humérus diagnostiquée avant son réfèrement. Nos radars d'enquête pointent ce léger virage au bout de la rue des Banques comme lieu de l'accident du vidéaste. Des tenanciers de commerce présents aux abords ce samedi 1er juillet là sont méfiants, on ne sait pourquoi. Moi, je n'ai rien vu, comme ici là, je n'ai rien vu. Après insistance, une commerçante accepte de nous raconter à visage caché. On n'a pas prêté attention que voici un véhicule qui descendait. Le véhicule a donc basculé, le type s'est donc couché au sol. On a appelé la police pour faire le constat. Il était en compagnie d'un ami, un certain Kamdem, qui refuse toute interview. La police locale dit avoir transmis le dossier au procureur et se déclare incompétent à toutes nos sollicitations. La dame auteure de l'accident, une certaine Adel Nana, aurait été déférée. L'agence Banche Bank de Kribi est à proximité. Rendu là-bas, un responsable nous rassure, dans un premier temps, qu'aucune de leurs caméras de surveillance ne couvre l'angle de l'accident. Et donc, impossible d'avoir les images. À l'apparition sur la toile de ces images de l'accident captées en temps réel, il se dédie, affirmant que c'est une caméra située à l'aile gauche du bâtiment qui a pu les capter. Tous les collaborateurs de Karine Mongoué, gardés à vue, ont été libérés. Les auditions se poursuivent à la première région de gendarmerie, à Yaoundé, avec diligence. Mais 2 auditions restent déterminantes. Celle du chirurgien traitant au centre hospitalier des SOS, René Somba, encore hors du pays, et de Kamdem, son compagnon de traversée de ce fameux jour d'accident. On signe l'attente pour des révélations prochaines. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À partir de 21h30, retrouvez Jean-Jacques Zé dans 90 minutes pour convaincre avec Fon et Tiki. À demain.